technique qui a été rapportée par Delacroix et qui vient des Vénitiens. C'est donc la peinture à la cire, à l'encaustique, c'est-à-dire on fait fondre de la cire dans de l'eau de pluie et on ajoute un peu d'ammoniac pour la saponifier. Et ensuite, on mélange cette cire liquide, on la mélange, il faut la faire à ébullition bien sûr, on la mélange avec un jaune d'œuf et de l'huile de lin épaissie à l'air. Et ça fait une espèce de mayonnaise. Et avec cette mayonnaise, on la mélange avec des pigments, c'est-à-dire soit des oxydes de fer hydratés ou toutes sortes de pigments colorés. Et ça permet d'avoir des couleurs très lumineuses. Et en plus, au point de vue de la conservation, c'est vraiment parfait. Ça protège des rayons de la Lune qui sont très, très, très mauvais pour la couleur. Et aussi, la touche de la peinture, ça permet de voir le talon de la touche et l'effilochage de la touche, c'est-à-dire on voit le geste du peintre sur le tableau. Alors, il y a une technique de Delacroix pour représenter les volumes et en même temps les textures de la peau. Ça s'appelle le flochetage. Le flochetage, c'est des traits qui sont serrés et qui deviennent un peu plus épars et encore un peu plus épars. Et il y a une couleur qui est comme ça, serrée et qui se dessert, et d'autres couleurs qui viennent se chevaucher et qui se desserrent sur d'autres couleurs. Ça permet d'avoir des volumes qui soient doux, qui, au lieu d'avoir au lieu d'avoir des volumes concassés, ça fait des volumes qui s'évasent les uns dans les autres et qui viennent mourir doucement les uns sur les autres. Mon père avait ramené des restaurateurs italiens un procédé qui s'appelle le regatino. Le regatino, c'est des petits traits parallèles pour distinguer les manques, la peinture qui manque, de la peinture authentique. Et ces petits traits parallèles font une différence entre la partie manquante et la partie originale. Et ces deux gars là un peu repris dans ces pastels, on voit bien des traits parallèles, serrés, qui viennent mourir les uns sur les autres et qui forment des volumes qui s'évasent et qui se touchent délicatement les uns aux autres. Alors la technique en fait utilisée par Denis assure une certaine durabilité des œuvres, oui. Contrairement à des œuvres, je me souviens parce que j'étais assez choquée pour des œuvres de Gauguin, à une époque où Gauguin n'avait plus tellement d'argent, il était en Polynésie et il n'avait rien pour peindre, il peignait un petit peu avec ce qui lui tombait sous la main. Ça, vous connaissez le milieu ça que moi encore, mais du coup quand on a voulu rapatrier ces œuvres des musées russes où ils étaient entreposés, et ils appartiennent à des musées russes, on n'a jamais pu les transporter parce que ces œuvres étaient tellement fragiles, on ne pouvait pas les restaurer, on ne pouvait pas les transporter, donc si on veut les voir aujourd'hui, il faut impérativement aller au musée de l'Ermitage, parce qu'ils ne sont pas ils sont très très fragiles. Et c'est le cas de certaines œuvres de grands peintres qu'on connaît, et dont les pigments, etc., sont complètement défaillants et abîmés. Léonard de Vinci, que tout le monde connaît l'histoire de la grande fresque la Seine, la Seine, oui, qui est à Milan, qu'on a essayé. Enfin, il y a toujours des restaurations. Il a fait une erreur, c'est que il pensait que la chaux se cristallisait avec de la chaleur. Et il a fait chauffer la chaux, alors que la chaux
se cristallise au contact de l'air, du gaz carbonique. Et c'était... Ah, c'est pour ça à l'origine que c'est ça l'origine, oui, parce que je sais qu'il avait essayé des techniques. Il avait essayé des techniques qui n'étaient pas hésitées. Oui, qui n'étaient pas hésitées. Oui. Tout ça pour expliquer que être peintre, c'est un vrai métier, avec un vrai travail derrière, une bonne connaissance de la chimie, en fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous m'avez appris aujourd'hui, vous m'avez parlé des pinceaux. Et Oui. là, j'étais un petit peu sidérée parce que j'avais jamais regardé un pinceau de cette façon-là, comme une chose vivante qui vieillit. Alors expliquez un peu le pinceau, parce que ça c'est intéressant. Dans un pinceau, dans un poêle, il y a un air, il y a un air à l'intérieur du poêle. Et quand le nerf est mort, le pinceau est plus long. Il meurt aussi. Le pinceau meurt aussi, oui. Donc on est obligé de remplacer ces pinceaux de temps en temps. Et à quoi voit-on que le pinceau est mort alors Parce qu'il ne répond plus, il n'a plus de il ne répond plus. Il n'a plus de flexibilité. Oui. Donc de ne pas utiliser de pinceau Alors le pinceau acrylique, c'est pas très bon. Ah non, c'est pas Le bon du pinceau tout. acrylique, c'est pas très bon. Le pinceau ne répond plus. Oui, mais c'est... Et vous n'aviez pas avec les pinceaux, alors là j'étais très Des pinceaux en impressionnée. zibeline Alors que j'avais zibeline, fabriqué moi-même. J'avais fabriqué moi-même, où il faut assembler des poils de zibeline avec une pince à épiler. On les assemble, on les met dans une plume. Il faut serrer avec des petits fils de fer. Et ça fait des traits extrêmement fins. Et le pinceau se décharge jamais. On peut faire Mais donc tous les pinceaux avec lesquels vous travaillez, vous les avez fait vous-même? Ah non, non, non. Ah bon? J'ai fait ça pendant un temps. J'ai fait ça pendant un temps pour voir comment on fabriquait des pinceaux par curiosité. Et alors, une fois, je vous ai dit, écoutez, Denis, vous avez fait un travail extraordinaire, ce tableau est magnifique, pourquoi on n'en refait pas un? Et vous m'avez dit, c'est un tableau que j'ai fait avec une brosse à cheveux. Oui, j'ai fait un nu avec une brosse à cheveux. Ah, c'était très beau. Mais alors, On voit Avec quel type de poil, la brosse à cheveux? une brosse à cheveux très dure, et j'ai fondu les volumes les uns dans les autres grâce à la brosse à cheveux. ah oui, c'était impressionnant. Et alors, donc, puisqu'on parle des pigments, etc., c'est le moment où j'avais parlé des couleurs. Les couleurs. Parce que ça, c'est quelque chose de Alors, capital il y a chez la vous. couleur. On a un petit peu parlé avec la Évidemment, crête. il y a le chemin de la couleur, c'est-à-dire que chaque couleur a un dessin. Et ce qui est très important, c'est la valeur de chaque couleur. La valeur, c'est la quantité de sombre et de clair qu'il y a dans une couleur. Alors, le blanc, c'est la couleur la plus claire, mais après, il y a le jaune de Naples, c'est la première. Je divise mes couleurs en cinq valeurs. Il y a d'abord le jaune de Naples, c'est la première. Le blanc, c'est 0. Le jaune de Naples, c'est 1. L'ocre jaune, c'est 2, c'est un tout petit peu plus foncé. Ensuite, l'ocre rouge, c'est encore un petit peu plus foncé. Et ensuite, il y a la terre d'ombre, et après le noir. Et donc, c'est ça qu'on va... La terre d'ombre, ça englobe tous les bleus, tout ça, c'est le... Les bleus, Oui. la terre d'ombre, c'est la même valeur que le bleu, le violet, c'est la terre de chêne brûlée, la terre d'ombre brûlée, oui. Et alors, donc, ces 5 valeurs, il faut que si la couleur n'est pas à sa valeur juste, l'harmonie est fêlée comme un instrument de musique qui ne sonne pas bien juste. Il faut absolument que la couleur soit à sa valeur, c'est-à-dire qu'elle ait sa quantité de clair et de foncé dedans. Et alors, il y a les couleurs des terres, qui sont les couleurs les plus grises, les couleurs des ocres, qui sont un tout petit peu plus colorées, et les couleurs vives. Et les couleurs vives comme le vermillon, le bleu d'outre-mer, le bleu de céruleum. Et donc
il faut que les teintes soient ajustées, qu'elles aient leur quantité de brio chacune. J'allais chercher la Voilà, de Natacha. Je pense que ce serait bien que vous expliquiez ça. Je ne sais pas Oui. lequel des deux voulez-vous. Plutôt Natacha, Ah, celui-ci. Natacha, Oui, par Natacha. exemple, Parce que c'est Natacha, c'est celui-ci. le plus Le plus coloré. le plus coloré, Oui. c'est le col là, dans cet endroit-là, où j'ai groupé les endroits les plus foncés, comme des parenthèses, avec le col bleu foncé, et les colliers avec le sternum, qui prend beaucoup la lumière orangée. Et vous voyez, là, je vous parlais du cou qui est en forme de cylindre, qui est entre le cylindre et le parallélépipède. Et là, on voit que ça s'appelle le collier de Vénus, c'est-à-dire un pli qui est à l'intérieur, qui découpe le volume en parallélépipède. Alors, le cou est toujours concave par rapport à la tête, c'est-à-dire il est en retrait. Donc, il est d'un ton beaucoup plus froid que la tête. Et oui, la tête est plus décollée, alors que le cou est de valeur et plus égal au fond. Oui, alors là, je vous avais parlé aussi du Regatino, c'est fait avec des petits traits, Oui. vous voyez. Oui. Et donc forcément, quand Denis fait un tableau comme ça, vous commencez toujours Denis par un dessin. Par un dessin, oui. C'est pas si simple. Un dessin. Je dessine les anamorphoses de la lumière, c'est-à-dire les parties qui sont les parties en lumière, toutes les nuits teintes et toutes les ombres. Et chaque anamorphose doit avoir son dessin propre. Moi, j'ai un ami qui voit des oiseaux, des poissons, mais je dessine l'anamorphose. C'est vraiment le dessin. Par exemple, là, il y a un dessin en forme de cœur, comme ça. Et j'essaie de dessiner de faire sa circonscription. Et dans le traité d'Alberti, c'était un ami de Léonard de Vinci. Il parle du centre de la forme. Non, il parle le tablier de la forme. Ensuite, le tablier, c'est ce qui est frontal. Dans la forme, c'est ce qui est le milieu de la forme. Ensuite, il y a une partie qui est un petit peu en oblique, qui va vers le contour, c'est le centre de la forme, et ensuite il y a la circonscription de la forme, c'est la partie du contour qui se retourne vers la profondeur. Et ensuite il y a le dos de la forme qu'on ne voit pas. Mais il faut, quand je travaille, je fais attention à ce qu'on puisse, au sentiment de l'épaisseur de la forme. C'est-à-dire, si on plante une aiguille au milieu, il faut qu'on sente toute la profondeur de la forme, jusqu'au dos de la forme. Donc il y a une épaisseur qui doit être ressentie. Et, comment restituer 3 dimensions sur un tableau en 2 dimensions? Voilà, exactement. C'est le complexe du peintre de représenter la saillie, le relief. Le complexe du peintre, c'est la saillie, et le complexe de l'architecte, c'est le porte-à-faux. Le porte-à-faux qui